Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un Africain qui a refusé toute sa vie de renoncer, qui n'a pas accepté d'abandonner les siens en échange de son confort personnel. C'est un homme qui a cultivé un principe, plutôt une conduite, celle de l'effacement de soi devant l'intérêt général. Il s'agit de la figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, le meilleur Africain de sa génération, Nelson Mandela, Madiba. Nous allons donc revenir sur le parcours de cet homme exceptionnel avec les chroniqueurs d'Ifriqiya FM, j'ai nommé Idé Ali Ayouba, chroniqueur Ifriqiya. et Hakizimana Samuel. avec nous également Joseph Aranda. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Monsieur, bonjour. Quand on parle de Mandela, vous êtes jeune et je pense que la mort, vous avez vécu la mort de Mandela, décédé le 5 décembre 2013. Ayouba. Effectivement, nous nous souvenons de cette triste date où vraiment un homme, un leader mondial, pour ne pas dire africain, parce que sa mort, des hommages ont été rendus à ces grands hommes, surtout dans tous les quatre coins du monde. Je me souviens, sous l'écran de ma télévision, on a affiché la photo de Nelson Mandela en bas, plus d'une semaine, je pense, pour vraiment rendre hommage à ces grands hommes qui a mené toute sa vie pour les autres et non pour lui-même, et qui fait partie aujourd'hui, il est aujourd'hui une figure emblématique, incontestable de notre continent. Samuel. Madiba. Oui. Je me rappelle très bien de ce jour-là, parce que je me rappelle, on était assis au salon, mon père, ma mère, etc. C'était comme si il y avait quelque chose qui s'est passé dans le monde qui était bizarre. C'était comme s'il y avait une atmosphère bizarre. Parce que je me rappelle, pour vous dire la vérité, à cette époque, je n'étais pas encore au courant des vraiment qui était Nelson Mandela. Mais je voyais autour de moi, ma mère, mes tantes, etc. Tous, ils étaient subjugués. On voyait la tristesse dans les gens en disant Nelson Mandela est mort. Et en regardant, étant petit à la télévision, je vois des grandes personnalités. On nous montre tout ce qui s'est passé. C'est là où ça a suscité ma curiosité pour savoir c'était qui. Parce que je connaissais Mandela, oui, je l'entendais, mais je savais pas l'importance qu'il avait au monde à cette époque-là. Mais à travers cette journée-là du 5, j'avais ressenti une atmosphère là bizarre autour de moi. C'est là où j'ai compris que cette personne a impacté le monde. Joseph. Ah, le grand Nelson Mandela. Concernant ce grand révolutionnaire politique, je dirais que moi, j'ai connu un petit peu son importance au niveau de la Coupe du Monde de 2010. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique du Sud est le seul pays qui a accueilli cet événement. Et il y a une grande influence due à ce personnage. Et pour moi, je me rappelle de sa mort parce que je me rappelle quand c'était en classe de 4e, cette journée-là, j'avais eu à l'inscrire sur mon banc de table de classe. Je l'ai inscrit le 5 décembre 2013 parce que c'était une journée à la fois malheureuse mais mémorable parce que voilà, on va toujours se rappeler des grandes légendes comme Nelson Mandela. Donc il était important pour moi de marquer cette date au niveau de ma salle de classe. Donc et comme Samuel a dit, moi non plus je n'avais pas vraiment un âge, une maturité importante pour comprendre à quel point il a impacté en Afrique. Mais je savais juste que je devais marquer cette date.
Alors Mandela, c'est la résistance, c'est la lutte, c'est une attitude qui a suscité l'admiration même de ses ennemis, parce que il avait adopté envers ses oppresseurs le respect des ennemis. A-t-il agi par stratégie? A-t-il agi par principe ou par pragmatisme ou encore par le mélange des trois? Et effectivement, Ayouba. c'est un arabe. Aujourd'hui, nos chers auditeurs et auditrices se posent une question. Malgré que Mandela n'est pas à présenter, ils se disent qui est Mandela. Je dirais, Nelson Mandela était un homme politique et militant anti-apartheid, comme vous l'avez souligné, sud-africain qui était devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Il est né en 1918 à Mvezo, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Après avoir rejoint le Congrès national africain, ANC, Mandela s'est opposé à la politique d'apartheid en Afrique du Sud et a lutté pour l'égalité des droits des Noirs. En 1964, il a été condamné à la prison. Il a été condamné à la prison à vie pour sabotage et complot contre le gouvernement et a passé 27 ans en prison. Après avoir été libéré en 1990, il est devenu un symbole de lutte contre l'impérialisme, contre la colonisation, contre la domination, contre le racisme. Et pour revenir à ma question, cette attitude qu'il avait donc développée, qu'il avait tenue devant ses oppresseurs. Mandela, l'attitude qu'il a tenue, si on peut le dire, c'est celui qui a subi toutes les injustices et qui a fini par dire « je vous pardonne ». Samuel? Pour dire ça, pour répondre à cette question, j'aimerais commencer par une de ces phrases anecdotiques que tout le monde sait. Il a un jour dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». En fait, c'est là où on revient sur ça, on va comprendre une personne qui a tant lutté, qui a été enfermée en prison à vie. Il a passé plus de 27 ans en prison. Mais à travers ça, c'est ça, cette phrase qui me donne cette réponse en disant « je ne perds jamais ». Donc toute son action, elle est expliquée à la fois par une stratégie, un principe et un pragmatisme. Donc c'est le Oui, parce qu'on peut dire que c'est la sagesse qui le guidait. C'était un homme avec un objectif, il savait ce qu'il voulait. Et il était prêt à apprendre, et il était aussi prêt à aller avec les autres, parce qu'il savait que quel était son combat. Il s'est battu pourquoi? Il savait pourquoi il s'est battu. Donc, dans son combat, il savait que même à travers mes ennemis, ils ont apporté quelque chose à travers mon combat. Et j'avance avec tout le monde. Parce qu'il est dit lui-même, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est ainsi. C'était un homme qui avait un but. Et ces buts, il était prêt à arriver. Même s'il travaillait avec les gens qu'il n'aimait pas. Ça ne lui posait aucun problème. Il était prêt à pardonner parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il voulait la paix. Effectivement, pour un peu appuyer, je dirais que Nelson Mandela, quelque part, s'est inspiré de Gandhi, la révolution non violente. La révolution. Joseph, comment vous expliquez cette volonté qu'il avait d'humaniser son adversaire? Justement, en fait, le terme est même bien placé, humaniser, parce que c'est un combat c'est un combat au niveau des ségrégations raciales, au niveau des différences de race, en fait. C'était pas un combat, on va dire, d'une idéologie bien précise et bien organisée. Il voulait faire comprendre à tout le monde que, voilà, venant tous d'un même ancêtre terrestre terrien, c'est juste des conditions climatiques qui différencient notre couleur de peau. Donc, le fait qu'on oppresse une partie bien précise de la population n'a aucun sens. Et son combat, il a lutté pendant longtemps. Je pense que, comme Samuel a dit, c'était un homme de sagesse. Et quand on est sage, on comprend qu'à un certain niveau, la violence ne mène à rien. Voilà pourquoi il voulait nous humaniser tous en nous faisant comprendre cela. D'ailleurs, lorsqu'il a pris conscience de cette ségrégation, de cette séparation, le synonyme donc de l'apartheid, il va commencer donc au début des années 40, Ayouba, par des actions qui ont boycotté, par exemple, les bus d'Alexandra. Je pense que c'était au mois d'août 1943, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une stratégie, comme l'avait dit, de non-violence. Tu peux
être raciste envers moi, tu peux vouloir me dominer, mais tu ne peux pas me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. Voilà la prise de conscience dans laquelle il a amené les populations sud-africaines, à les faire prendre conscience que on peut être raciste envers eux, on peut les dominer, mais on ne peut pas les forcer à faire ce qu'ils refusent de faire. Voilà la lettre de la manière la plus sage que Nelson Mandela l'a guidé. Et des gens ont compris les stratégies de Nelson Mandela. Ils l'ont compris. Dans notre émission, Les Africains parlent aux Africains, nous avons parlé de plusieurs révolutionnaires qui continuent à nous inspirer. Mais la particularité de Nelson Mandela, sa révolution a réussi. Il a conclu de la manière la plus réussie possible. Comme vous avez parlé de sa mort, nous avons parlé d'un hommage mondial qui lui a été rendu. Ce n'est pas le cas pour tous les autres révolutionnaires. C'est pourquoi je dirais que Nelson Mandela a mené une vie bénéfique pour tout le monde. Et il continue encore à inspirer de génération en génération. C'est la révolution de sagesse et de la non-violence. Et en fin de compte, 27 ans de prison, dans une prison, pour finir et dire, bon, je n'ai aucune haine envers personne. Il n'est pas humain, je dirais. Mais c'est, voilà. Donc, mais cette stratégie, Samuel, la stratégie de Mandela va donc connaître un basculement à partir de 1949, lorsque le gouvernement raciste des Blancs décide d'adopter donc l'apartheid et de l'appliquer comme une réglementation donc qui a été appliquée sur les populations noires de l'Afrique du Sud. Là, Mandela a pensé qu'il fallait peut-être mobiliser les siens afin de mener une lutte. C'est là où même il y a eu la fondation de la ANC, je pense, African National Congress de 1940, avec comme but contre la ségrégation raciale. Parce que là où il y avait une prise de conscience, il avait vu que non, on doit faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses passer comme ça. Donc on revient sur la personnalité d'une personne qui voit qu'il y a des injustices qui se passent autour de lui et qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Quand vous avez dit, il a commencé avec certains mouvements, etc., certains petits boycotts, etc. Mais c'est qu'il a amené aussi à être emprisonné en 1964 pour la prison à vie. Donc on revient sur cette figure emblématique qui avait vu des problèmes côté racial dans son pays, qui était là et qui avait pris ses forces en main en disant non, il faut que nous créions quelque chose, il faut que nous boycottons certaines choses parce que les choses doivent s'arrêter. Parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, qui le fera à notre place? C'est des gens qui ont reconnu ça en disant il y a ça, mais on doit se battre contre ça. Mais sa particularité revient sur ça en disant oui, il s'est battu pourquoi? Pour que cette ségrégation raciale puisse se terminer. Et non pas juste pour se battre en disant je vais chasser les gens, etc. Non, c'était des gens, nous devons vivre en paix. Que tu sois blanc, noir, etc. Peu importe, mais nous devons vivre égaux avec un même objectif, construire notre pays. D'où la particularité qui représente ce Alors, cette particularité, Joseph, je pense qu'il avait bien médité sur le cas sud-africain parce que en 1960, il va faire la tournée. Donc, notamment des principaux pays africains qui ont accédé et qui étaient donc sur le point d'accéder à l'indépendance, en passant donc notamment par l'Algérie, où il avait fréquenté donc les militants et les dirigeants de l'armée de libération nationale. Et par Londres, il avait effectué donc un passage par Londres et puis l'Éthiopie. Et lorsqu'il arrive donc en Afrique du Sud, il a été arrêté, et puis d'où le fameux procès de Rivonia, le procès. Justement, à ce niveau, vous voyez que quand vous dites qu'il est passé par Londres, son influence a dépassé les zones de barrière de l'Afrique du Sud. Et il entrait également dans des pays où il y avait approximativement les mêmes ségrégations pour également influencer les peuples noirs dans ces régions-là, de faire de telle sorte qu'eux aussi se mettent à lutter contre ces ségrégations-là. Rappelons que c'est un prix Nobel de la paix en 1993. On ne donne pas le prix Nobel de la paix à n'importe qui. Nous allons y revenir à la fin. Oui. D'accord. Nous allons y revenir. Effectivement. Donc, oui, Eyouba. Voilà, donc pour vraiment t'appuyer, vraiment la manière dont Nelson Mandela a fait le tour de l'Afrique,
à l'époque des décolonisations des pays africains, où des leaders, des grands Oui, leaders, le Ghana, voilà, la Tanzanie, le Ghana. des grands leaders vraiment qui se sont nourris de cette ambition de créer une unité africaine, de regrouper les forces autour. D'ailleurs, même quand je passe à Alger aujourd'hui et qu'on me dit la plus grande stade du football est nommée Nelson Mandela, je comprends que c'est pas rien. Hein? Je comprends que c'est un grand homme qui continue à inspirer les peuples africains et algériens en particulier. Voilà. Donc, Nelson Mandela disait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il disait, quand il parle à un homme dans sa langue, ça lui va droit dans son cœur. Et quand tu lui parles dans une autre langue, ça va droit dans son cœur. Là, Nelson Mandela a mis vraiment un accent particulier sur l'éducation. Quand on parle d'éducation, on comprend qu'il parle de la conscientisation des Africains. Il faut une prise de conscience collective pour comprendre que nous sommes humains et nous sommes égaux. Et la particularité de l'Afrique du Sud, elle reste aujourd'hui visible, où l'Afrique du Sud est jusqu'à là un pays où il y a le brassage, où vivent jusqu'à là des différences paysans, culturelles sur le plan. Différentes races et qui vivent en symbiose, si on peut le dire. Et aujourd'hui, on peut aussi classer l'Afrique du Sud comme l'un des pays économiquement le plus puissants d'Afrique. On ne peut pas nier cela. Voilà, donc, parce que il y a eu des hommes, il y a eu des élites qui ont réussi. Cette force de cet homme, est-ce que vous ne trouvez pas, Samuel, que son emprisonnement, il a passé plus de 27 ans en prison, pratiquement 30 ans derrière les barreaux, est-ce que la prison n'a pas... parce que lorsqu'on l'a emprisonné à perpétuité, c'était pour le faire oublier son peuple. Et c'est le contraire qui va se produire. Oui, c'est le contraire qui va se produire. Juste pour revenir à cette phrase que vous venez de dire, c'est pour le faire oublier. Je me rappelle dans une des documentaires que je suivais sur Nelson Mandela, c'est-à-dire qu'à un moment, on avait cette image d'un jeune, quand il est allé en prison, il était jeune. Mais après tant d'années, les gens même ont oublié son visage tellement qu'il était devenu vieux. Il était entré en prison étant jeune, mais il est en sorti étant un peu vieux. Ce qui montre en disant, il a beaucoup appris à travers ce qu'il a pu. Parce que en regardant, en retraçant, quand on a pu retracer en 1940 avec l'ANC, National Congrès et tout, quand il a fait des petits boycotts, etc., les voyages qu'il a fait en Afrique, notamment en Algérie, etc., il a appris des grands révolutionnaires, etc. Et en revenant dans son pays, on a vu ce qui s'est passé. Il a été arrêté, le procès, comme on a pu retracer les procès de Rivonia, etc. Et là, la mise en prison. Imaginez, vous êtes condamné à perpétuité. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, de votre point de vue, vous abandonnez. Mais moi, je me rappelle, quand on avait fait l'émission sur l'Algérie, notamment, on a vu que il a appris des grandes personnalités. Et non seulement, imaginez-vous, des pays comme l'Algérie, ils se sont battus pour avoir leur indépendance. Donc, au niveau de sa prison, c'est un homme qui s'est éduqué. Oui. Il s'est éduqué, il n'a pas abandonné, il n'a pas perdu courage, il s'est éduqué, il a approfondi son objectif. Et non seulement, il en est ressorti plus sage qu'auparavant, parce qu'il est devenu une figure emblématique, incontestable. Parce qu'en sortant de cette prison, c'est là où ça revient avec sa phrase mythique, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Effectivement, donc d'ailleurs devant les juges, donc dont le fameux procès, plutôt le fameux procès de Pretoria d'octobre 1963, il avait affiché une certaine assurance et il l'avait assumé jusqu'au bout. Donc en disant, c'est un idéal que j'espère défendre ma vie durant. Donc il va se consacrer à cette lutte, donc à cet idéal qu'il rêvait d'une Afrique du Sud. Justement, pour sortir d'une prison avec une telle assurance, ça veut dire que dès le départ au préalable, il était conscient des enjeux. Il a payé le prix du sacrifice pour défendre son idéologie. Parce que normalement, pour une personne ayant passé 27 ans en prison, n'ayant presque pas vu les membres de sa famille et tout le reste, et ressortir avec une telle assurance au point de dire que soit je gagne, soit j'apprends,
Ça veut dire que voilà. D'ailleurs, certains historiens disent la prison va forger en lui un prestige qui allait changer le cours de l'histoire. Nelson Mandela a été mis en prison pour être détruit, pour être déconstruit, pour être démoralisé, afin qu'il échoue, pour se faire Pour être oublier. néantisé, frère. Mais malheureusement, pour eux, ceux qui pensaient c'était le contraire qui s'est produit. Nelson Mandela fut un leader, même au sein de la prison. Il a dirigé, il a créé des résistances non violentes au sein même de la prison où il désobéissait aux gardes. C'est ça, on dit la fameuse citation de la prison à la présidence. Voilà ce qui s'est passé avec Nelson Mandela. Il a quitté une prison pour aller diriger un pays. Samuel, je pense que la prouesse de cette personnalité africaine, c'est d'avoir réussi donc la fin de l'apartheid. C'est pas sa lutte contre l'apartheid, mais la fin de l'apartheid. C'est ça donc là, il faut nuancer parce que avec son projet de réconciliation nationale va donc gagner donc tout le peuple sud-africain. Exactement. J'aimerais dire une de ces phrases mythiques qui me touche à cœur. Il a un jour dit: personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, ou de son passé, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour n'est plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Là, on voit déjà que c'était son idéologie. Il a appris, il s'est battu contre la fin de l'apartheid. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que si on peut me détester, si on a appris à détester, on peut apprendre à aimer. C'était ça. Parce que son but, on le dit déjà, c'est le symbole de lutte pour la liberté. Et aussi, on regarde tout ce qui s'est passé. C'est une personne, en regardant avec le combat qu'il a mené, il a compris. En passant 27 ans en prison, moi je dirais, selon moi, je pense qu'il a eu le temps de réfléchir, de voir les choses, d'apprendre et aussi de se calmer. Parce que avec la fougue de la jeunesse, on est toujours chaud. Avec cette chaleur, on prend des décisions trop radicales auparavant. Mais lorsqu'on prend le temps, on analyse les choses, on se stabilise, on finit par comprendre ce qu'on doit faire. Et c'était une personne sage. Et il est sorti avec un but qui est là, en disant il faut se battre contre la fête de l'apartheid, où il a commencé avec il a joué son rôle central dans les négociations pour la fin de l'apartheid, qu'il a finalement obtenu en 1994. Exactement. Donc, Joseph, je pense que ce charisme qu'il avait donc forgé durant les années de détention, caractéristique de tous les grands leaders politiques, va faire en sorte à ce qu'il absorbe toutes les violences, toutes les haines, c'est-à-dire des siècles de haine, c'est-à-dire depuis l'époque esclavagiste jusqu'à ce début des années 93. C'est ça, est-ce que c'est pas là où réside la force de Mandela ? À ce niveau, je dirais que vraiment c'est un personnage unique. Parce que moi j'ai un proverbe qui revient toujours, c'est un proverbe en anglais qui dit que the highest human act is to inspire. Justement, ça veut dire que le plus grand des actes humains, c'est d'inspirer. Et justement, à travers ce proverbe, on voit directement Mandela, en fait. Parce que, justement, cette absorption dont tu parles, il a transmis cette vision-là que, malgré les difficultés au peuple noir, malgré les difficultés qu'on a vécues, on est prêt à faire table rase, et dû à cette idéologie de coalition, de réconciliation pour un avenir meilleur pour toute la population, alors nous allons décider d'avancer ensemble. Et il a transmis cela au peuple noir. Pas seulement au peuple noir sud-africain, mais à tout le peuple noir qui vivait tous ces agissements-là. Parce que c'était pas seulement l'Afrique du Sud qui avait... Et juste pour ajouter avec ce que tu es en train de dire, oui, Samuel, c'était pour un but, pour une société juste et équitable. Au fait, c'est d'où sa phrase mythique en disant si on peut apprendre à haïr, on peut apprendre aussi à aimer. Thomas Sankara disait l'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cela explique tout simplement que Nelson Mandela a assumé sa lutte, il a assumé la lutte pour son peuple et il représente la paix, il représente l'humanité, il représente la tolérance.
et il représente le succès. Voilà pourquoi il demeure une figure emblématique de notre continent. L'un de ses biographes, Samuel, disait que Nelson Mandela, justement, n'a pas volé son prix Nobel de la paix. Il le méritait vraiment. Voilà, donc, ces dernières années, c'est l'une des personnalités qui ont véritablement mérité ce prix. Je dirais même qu'il l'a arraché. Arraché, oui. Il l'a arraché. Parce que si vous regardez, vous retracez, c'est une personne qui n'a jamais abandonné. Si vous passez 27 ans en prison pour votre idéologie, c'est que vous voulez l'arracher. C'est pas quelque chose, c'est pas comme s'il s'est réveillé aujourd'hui. Je pense même, imaginez vous vous battez pour une idéologie et vous passez 27 ans en prison. 27 ans, c'est carrément... c'est toute une vie. C'est une vie passée, c'est toute une vie. Donc c'est une personne qui s'est battue et il a arraché ça. Il s'est battu. Il l'a arraché. C'est le mot, moi, que c'est cet ardent désir à aller jusqu'au point où il a arraché ça. Il l'a pas obtenu juste comme ça. Il a arraché. C'est comme Yacine, tu as dit, il a absorbé toute cette négativité au niveau de ce pays et l'a transformé en une forme de positivité. Il a fait un switch d'énergie. Voilà. Merci Joseph, merci Samuel, merci Ayouba. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis. Excellente journée sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique.